Tout le monde? Presque. Oui, super. Allô, je vois plein de visages connus, je suis contente de vous voir. Bonjour, en fait, on voit encore le soleil, enfin la lumière derrière, dans vos fenêtres. Le printemps est à nos portes, je vous le dis. Merci d'être là pour ce lancement causerie Zoom autour de la parution de Marécage de l'Utopie, qui est paru la semaine dernière chez Héliotrope. C'est une traduction de Sludge Utopia de Catherine Fatima. C'est paru il y a maintenant 3 ans, enfin en 2018 chez Book Hug Press, et j'aimerais saluer Hazel Miller qui est dans la salle, je pense, grâce à qui ça a été possible. C'est toujours un bonheur de travailler avec les autres. Fait que merci d'être là. Évidemment, on aurait préféré vous voir en vrai, avec un verre à la main, les portes ouvertes, le chant des oiseaux dans une librairie près de chez nous. Mais comme c'est pas possible, je vous encourage très fortement à y aller bien vite. Vous procurez le livre Marécage de l'Utopie et qui est traduit par Jeannot Claire, notre cher traducteur. Ça fait 2 livres chez Héliotrope qu'on publie avec Jeannot comme traducteur depuis 1 an. C'est toujours un bonheur. Merci, Jeannot. Voilà, je vous encourage à vous pitcher en librairie indépendante ou sur le site leslibraires.ca pour vous procurer le livre après cette discussion. Mais en attendant, je vais juste laisser la parole à notre chère animatrice Daphné, après l'avoir présentée quand même une petite minute. Je suis vraiment ravie que Daphné ait accepté notre invitation d'animer cette soirée. Parce que depuis le début, je sens qu'il y a une parenté d'esprit entre Catherine Fatima et Daphné elle-même. Donc, Daphné, vous la connaissez, c'est une autrice, une traductrice qui a publié notamment Beautiful aux éditions de l'Écrou, D'Élite aux éditions de Loi de Cravant, plus récemment Maquillée chez Marchand de Feuilles. Elle est aussi la cofondatrice de Fémicile. Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Non, il y a beaucoup d'autres choses, mais je vais quand même te céder la parole tout de suite parce qu'on est là pour t'entendre et entendre Jeannot Claire. Alors, je vous invite tous à éteindre vos micros, laissez vos caméras allumées si ça vous tente. C'est toujours le fun de se voir quand même pendant la discussion. Et là-dessus, je m'efface. À toi, Daphné. Yeah, merci. Merci de la présentation. Puis je voulais dire que c'est vraiment une chance puis un honneur que j'ai de présenter le livre Marécage de l'Utopie parce que je l'ai énormément aimé. Je l'ai ici. Puis je veux présenter d'abord le traducteur, Jeannot Claire. Jeannot, qui a été directeur littéraire aux éditions Triptyque. Qui a participé à la refonte de la revue littéraire québécoise Mobius, dont il est, je crois, le rédacteur en chef. Et il a traduit de l'anglais vers le français, notamment Les Argonautes de Maggie Nelson, mais on l'a dit aussi, un livre paru chez Héliotrope, donc For Today, I Am a Boy de Kim Fu, et qui anime aussi des balados portant sur la littérature et le cinéma. Je voulais remercier Jeannot pour son travail de traduction qui est précieux selon moi, sa recherche de justesse dans la langue, mais aussi je voulais souligner le choix des œuvres qu'il décide de traduire. Pour moi, ce sont toujours des livres qui sont importants, des choix judicieux, puis ces choix-là permettent d'intégrer des œuvres importantes dans le corpus francophone québécois. Donc, merci Jeannot. Ensuite, je vais présenter Catherine Fatima, qui est une autrice de Toronto. Elle a publié Sludge Utopia chez Book Hug. Donc, elle décrit ça comme un roman autofictionnel sur la névrose et la horniness, que j'ai traduit par l'appétit sexuel, mais ça ne doit pas être juste.
Elle a fait ça en terminant un diplôme d'études littéraires à l'Université de Toronto et maintenant elle habite à Montréal et poursuit une maîtrise en traduction à Concordia tout en travaillant à l'écriture de son second roman ou livre qui est sur une communauté psychothérapeutique intentionnelle. Alors, je ne sais pas trop si j'ai bien traduit, là, Psychotherapeutic Intentional Community. Et je suis vraiment contente, en fait, d'apprendre qu'elle étudie en traduction. Ça fait de nous 3 traducteurs, 3 jeunes traducteurs et traductrices d'une nouvelle génération. Puis je trouve ça cool parce que, oui, j'ai le goût de parler de son magnifique livre, mais j'avais aussi le goût, tu sais, d'aborder la traduction par la bande parce que c'est ça qu'on lance aujourd'hui. Mais c'est ça, je voulais commencer par comme lancer des fleurs à Catherine Fatima que je vois dans un petit carreau de mon écran, puis parler de son livre Marécage de l'utopie. Donc, c'est un livre que j'ai vraiment aimé et effectivement, j'ai trouvé en fait des correspondances dans les thèmes qu'elle aborde avec les thèmes que moi aussi j'aborde dans mes livres. C'est un livre qui prend la forme d'un journal intime. Mais je parlerai pas de son livre comme d'une écriture intime ou encore d'un journal intime. Pour moi, c'est vraiment une écriture qui est incarnée. Elle se passe ni de la vie ni du corps pour se faire. Elle est collée à l'expérience du corps d'une façon radicale, puis elle survient simultanément au vécu. Donc, pour moi, elle est moins intime que vivante. Puis c'est à partir de ce vécu-là que Catherine Fatima développe toute sa pensée. C'est une démarche qui est brillante, qui a l'avantage de mettre à mal tout le dualisme corps-esprit là, dont on hérite encore. Puis ça me fait penser justement à des autrices ou même des auteurs que j'aime beaucoup, comme Chris Cross ou encore Maggie Nelson qui font ça. Mais étrangement, j'ai même pensé à Fernando Pessoa quand j'ai lu son livre. J'ai pensé au livre de l'intranquillité. C'est une œuvre qui est intellectuelle, mais c'est aussi une œuvre qui est pleine d'humour, avec des passages qui m'ont fait bien rire. Une démarche philosophique qui s'appuie sur la vie pour se faire, qui va circuler autour de plusieurs thèmes, dont un thème qui, moi, m'est apparu central, c'est-à-dire le désir. Et c'est un thème qui m'intéresse aussi vraiment beaucoup. Le désir sexuel, oui, mais aussi le désir de développer une éthique du désir, de mieux se comprendre, de comprendre pourquoi on est attiré vers telle personne plutôt qu'une autre, de comprendre ce qu'on désire, de tendre vers un meilleur vivre ensemble. C'est ça, j'ai trouvé que quand on abordait le désir, que ce soit le désir d'écrire, d'étudier à l'université, de parler, d'avoir des vraiment bonnes conversations avec ses amis, de fourrer ou même de se masturber, le désir n'était jamais présenté comme une évidence. Ça m'a vraiment fait du bien. Le désir, c'est vraiment une question. C'est une question qui est vraiment pointue, puis on explore tous ces paradoxes, sa boue, son marécage, sa part d'ombre comme sa part de lumière, puis on s'écarte de la pensée qui expliquerait tout, de la pensée englobante, de la notion de bien, mal ou encore vrai, faux. Catherine Fatima écrit dans son livre « L'écriture intime est utile, elle ne contourne aucun sujet », puis je trouve qu'il y a vraiment ça dans Marécage de l'utopie, puis ça m'a vraiment frappée. C'est le courage de disséquer toute sa vie, toutes ses pensées sous toute leur couture, avec une honnêteté intransigeante. Pas une honnêteté envers les autres, mais envers soi-même. Puis moi, c'est quelque chose auquel j'aspire dans ma propre écriture, puis je suis même pas capable de faire ça. Donc, je voulais juste dire comme bravo Catherine Fatima. Voilà, fait que là, j'ai fini ça. Puis j'ai pensé qu'on pouvait y aller avec une lecture d'extrait. Donc, on commencerait par Catherine qui lirait en anglais, puis ensuite Jeannot la traduction. Puis après, on saute à la discussion, puis on se réserve un peu de temps pour des questions du public. Voilà. Okay. I'm going to speak in English. I already feel crazy on Zoom all the time, so I'm not going to try to speak in French on top of everything else because I already stutter. I'm
not amazing at it. But thank you. That's such a sweet introduction. I can't, so wonderful. Thank you so much. So the part that I'm reading was chosen by Daphne and Janot, so it will tether together with the translation will be the same portion of it. And it's very short. Okay. I have much to resolve privately, functionally. Here are some general prescriptions. Do not play puzzles or computer games to spiral my mind into a pulp of numbers. Do not contact Oresti. Do not use social media websites. Do not masturbate more than once daily, possibly related to Wellbutrin. The area feels a bit numb and resistant anyway. Do not have sex with any man. Nothing in your life shall be won having sex with any man. Lots instead lost. Do not have sex with any man, but especially not a creative man, not in any field of production. Just enter those fields instead. Imagine I'd never dated any comic. I could be such a very good comic. I make everyone laugh, my therapist, my classmates, my hematologist, and from this I get nothing. People respect performers. The stupid thing about being an artist. Don't address people directly, but instead through these disavowedly personal intermediary objects, and you're worthy of some sort of stupid respect. Make an enterprise of yourself for being charming and smart. Don't just be charming and smart. Working on my art. For whom? Do not have sex with any man working on his art. Okay, but this is sort of it takes everything from the book together into just half a page. It's really everything that's in there. Okay, I will turn it over to you. À moi. C'est formidable d'entendre la voix de Catherine. Merci, Catherine. Merci à vous. Pour ceux qui ont la version française déjà en main, on ne sait jamais, vous pouvez voir dans la page, en bas de la page 63, pour suivre page 63-64. Encore pas mal d'enjeux à régler pour moi-même, pour mieux fonctionner. Voici déjà quelques prescriptions générales. Ne pas faire des casse-têtes, ni jouer à d'autres jeux d'ordinateur pour confondre mon esprit dans une spirale de chiffres. Ne pas contacter Oreste. Ne pas consulter les réseaux sociaux. Ne pas me masturber plus d'une fois par jour. Peut-être est-ce lié au Wellbutrin, mais la zone est un peu insensible et capricieuse de toute façon. Ne pas avoir de relations sexuelles avec un homme. Ne pas accepter que la moindre petite chose dans ma vie soit due à une relation sexuelle avec un homme. Trop à perdre sinon. N'avoir des relations sexuelles avec aucun homme, mais encore moins avec un homme créatif et engagé dans un quelconque domaine artistique. Plutôt m'initier moi-même à ce domaine artistique. Imaginez si je n'avais jamais rencontré un humoriste. Je pourrais tellement être une bonne humoriste. Je fais rire tout le monde, ma thérapeute, mes collègues de classe, mon hématologue. Et qu'est-ce que j'y gagne? Les gens respectent les artistes de la scène. Quelle connerie être une artiste! On entre en relation avec les gens non plus directement, mais par le biais d'une œuvre dont on renie la valeur personnelle et hop, on est respectable. Il faut vraiment que je fasse commerce de mon charme et de mon intelligence au lieu de simplement être charmante et intelligente. J'apprivoise mon art. Pour qui ne jamais coucher avec un homme qui apprivoise son art? Yeah, merci! Ça fait du bien de vous entendre chacune là, de lire ça avec votre propre rythme. Mais là, je pensais comme y aller avec quelques questions quand même générales. Puis je sais que comme Catherine est là, puis tu me dis que tu comprends le français, donc si tu veux parler puis répondre en anglais, je pense que c'est vraiment parfait. En fait, ça serait vraiment cool aussi. Puis comme c'est d'abord c'est un livre, mais c'est une traduction, moi, j'avais orienté mes premières questions par rapport à la traduction. Mais comme Catherine est traductrice, ça va être le fun, tu vas pouvoir participer. Donc, j'avais quelques questions d'abord pour Janot par rapport à ce livre-là. Parce que moi, en tant que traductrice, comme je lui expliquais hier, souvent, il y a des endroits dans un texte où je bute, où c'est plus dur pour moi de traduire, que ça soit un terme ou peut-être même un certain style ou une cadence dans une phrase. Puis souvent, je trouve que c'est ces moments-là de la traduction qui nous révèlent des choses importantes sur le livre, ou même la démarche de l'auteur ou de l'autrice.
Puis je me demandais s'il y avait eu des moments plus épineux comme ça qui avaient conduit à des révélations au niveau de la traduction ou bien qui touchaient à l'essence un peu du livre de Catherine. Oui, en effet, tout plein. Mais je pense que l'enjeu le plus important, ça a été le rythme avant certains termes. Il y a eu des termes sur lesquels on a eu des discussions prolongées avec Annie. D'ailleurs, je voudrais dire tout de suite, pendant que les gens sont encore très attentifs et qu'on est en début de soirée, un gros merci à celles qui ont permis que la traduction soit meilleure qu'elle est, là, parce que j'ai travaillé là-dessus avec Annie Goulet, phrase à phrase, un travail de fond, donc il y a quand même beaucoup de la valeur de cette traduction qui vient de ses conseils. Et puis, Olga a aussi relu la traduction, Alexandra l'a relu. Et puis, quand j'étais dans la première phase de travail, j'ai adressé une série de questions sans fin à Catherine Fatima, qui a gentiment répondu à toutes mes questions sur les 1001 trucs que je voulais être sûre d'avoir bien compris. Je m'étais aussi fait un petit mini conseil d'amies féminines écrivaines pour des relations, principalement les relations sexuelles qui impliquent des corps féminins. Il y a des moments cet été où j'étais comme « Ah, je suis en train d'écrire des choses qu'au fond, je ne le sais pas, je suis un homme queer, j'ai été dans un lit avec des femmes pour avoir des relations sexuelles 0 fois, mettons, près de 0 fois dans ma vie. Alors, aidez-moi pour que ça ait l'air naturel. Fait que je remercie tous ces gens-là. Il y en a quelques-uns qui sont connectés en ce moment, qui m'ont aidé cet été dans ces passages-là. Alors, voilà. Donc, oui, il y a des questions de termes précis. Je pense avec Annie, au moment où est-ce qu'on s'est dit, bon, là, il y a focus, qui est comme une chose que la narratrice cherche énormément à trouver et à retrouver dans son quotidien pour être capable de se mettre à la tâche, se mettre à l'ouvrage, que ce soit la lecture, l'écriture, ses relations. Et puis, on a tourné un peu jusqu'à... J'ai l'impression d'avoir fait un chemin similaire à celui que j'avais fait dans Les Argonautes, c'est-à-dire il y a un moment où on comprend que dans la traduction française, on ne peut pas être aussi systématique parce que le français supporte un peu moins bien les répétitions. Ouais. Donc, il y a une première étape où est-ce qu'on a une approche plus universitaire, plus globale, parce qu'on a vu les champs lexicaux, puis on se dit, OK, il y a ça qui traverse tout le texte, puis ce serait vraiment important que que le lecteur ou la lectrice puisse être capable de retracer le chemin de tel terme à travers le livre, puis finalement, on réalise que à la relecture, c'est très désagréable, puis qu'au fond, on est en train d'enlever une qualité de fluidité au texte, puis là, bon, on établit une espèce de champ, puis on peut circuler autour de ce terme-là. Mais au-delà de termes précis, ce que j'ai dit, ma première réponse tout à l'heure, c'était le rythme. Puis je redirais ça encore. C'est parce que Catherine a un rythme tellement intéressant et formidable parce que c'est à la fois, ça a l'air un peu désinvolte et un peu jeté sur la page, comme un journal, mais des fois, c'est très précis et théorisant. Donc, c'est difficile parce qu'il ne faut pas que dans les passages où c'est plus théorisant, où c'est un peu plus complexe, où il y a des notions qui, il ne faut pas qu'on perde la clarté. Mais il y a quelque chose dans son livre original qui nous donne toujours l'impression qu'elle est en train de s'expliquer ces choses-là à elle-même et de voir quelle utilité ils peuvent avoir dans sa vie personnelle, dans sa vie affective, et non pas en train d'écrire un travail pour l'université. Ce qu'on a devant les yeux, ce n'est pas du tout le travail pour l'université. C'est ce qui est important dans ses lectures pour elle. Donc, j'ai l'impression que dans un premier temps, j'ai été très, très proche de la version anglaise dans tous les choix de rupture et de syntaxe. Et que c'est vraiment dans un travail de relecture, encore une fois avec l'aide d'Annie, qu'on y est allé pour la fluidité, puis on a refait un travail pour que ce soit le plus agréable possible, puis que ça retrouve le côté sautillant. Je ne sais pas si c'est comment ce que je veux dire. Mais justement, tu parlais le fait de le sautillement de Catherine, puis l'idée que le terme qui revient souvent, peut-être que toi tu l'as lu souvent, c'est « focus ». Puis cette idée-là aussi, Catherine, dans ta bio, je lisais que ton livre, tu décris que c'est sur le horniness, donc comme le désir sexuel, puis sur la névrose. Puis il y a comme un jeu aussi dans l'espèce de moment où comme tu essaies de revenir vers toi, de focaliser, de comprendre ton corps, même l'espèce de le passage où il y a toujours comme une masturbation, mais la masturbation, elle arrive pour mieux se comprendre ou mieux se recentrer ou revenir vers soi. Ça touche quand même à l'essence du texte. Je ne sais pas si tu voudrais dire quelque chose là-dessus, Catherine. Absolutely. I guess it's very funny to be in conversation about these things, of course, because they are abstracted on the page for a character, but it's also very much
what it is to be living, it is to talk about feelings that I have personally, and especially now with the confinement, when every demand in life, it feels exactly the same because it all just happens here. And focus is extremely difficult to maintain and does feel like, yeah, there's this sort of energetic point of inspiration and understanding that my character and also myself are constantly trying to maintain, that can come from something desiring, and then have to be made intellectual and sort of spins away as quickly as it is cultivated. And a lot of living is the trouble of making productive this like wonderful energy that is at the center of love and desire and sexuality, but also creativity. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça, c'est comme le désir d'écrire est mis en parallèle avec le désir des hommes. Puis il y a cette chose-là aussi, c'est que quand on désire, notre attention se focalise sur un objet. Puis là, c'est comme si tu essayais d'utiliser l'énergie, le désir que tu peux avoir pour les hommes, puis le faire fructifier dans des entreprises plus intellectuelles en le décortiquant. En tout cas, je vais aller vers une autre question. L'idée du marécage, là, de la boue, hein, parce que sludge, en anglais, c'est comme la boue, la fange. Puis cette idée-là, comme dans le fond, je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce que quand on se met à penser à ces choses-là, au désir, même le désir dans le monde capitaliste, on s'enlise facilement dans des paradoxes. Puis moi, dans mon dernier livre, Maquillée, j'ai une espèce d'image qui revient tout le temps, qui est justement un moton de cache et de gun gris-vert. Puis on dirait que je le retrouvais dans Marécage de l'utopie, dans cette espèce de fange-là dans laquelle on est pris. Puis je voulais que Catherine en parle, mais Jeannot aussi par rapport au choix du titre. Puis je me demandais, est-ce qu'il faut s'en sortir du marécage? Est-ce qu'il faut comme arriver à résoudre nos paradoxes, ou on peut habiter le marécage avec tous nos désirs contradictoires, puis se rendre compte que dans le fond, c'est un espace qui est quand même nourricier, puis il y a des choses qui se passent, il y a des bactéries. Est-ce que tu veux commencer, Catherine? Do you want to go first? Sure. Yeah, it's interesting to think of the word that you chose, because I guess there is no direct translation for this. Like in English, the word sludge isn't living. Like a swamp is something where it also is a kind of living space. What is an environment, or there's a more specific word for this? Un genre d'environnement. Yeah. Ouais. Like a rainforest or a prairie, whatever the categorical term is for all of these things, a tundra, whatever. So a swamp is another kind of this form, I think. So it also denotes like a community of life coming together and crumbling apart and dissolving into this other form, which really is a better term for it than sludge in the first place. Because well, thanks. You're welcome. Because sludge, there's nothing, sludge is only the dirt form of it. Sludge, once it's gone all the way to sludge, there's no life that can come from it anymore. It's only waste. But the question of how, like the necessity of desire sort of coming into this waste place, and whether or not you have to live from the waste, I think it's an important exercise to consider that you have to live from the garbage made from your desires. But I don't actually think that you do. I think that, there's no actual cultural necessity for all of the ugliness that is made by some of the contradicting desires of things. But it is nevertheless something to which people are subjected and a place for consideration. Alors que pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, Catherine répondait que la boue, qui est la traduction plus littérale, si on veut, de sludge, c'est pas quelque chose qui est vivant,
Donc, il y avait comme une différence avec swamp qui était là. On cherchait ce qu'était une swamp, puis Sarah, dans la discussion, a gentiment proposé écosystème. Merci. C'est très juste. Donc, puis Catherine disait qu'elle était très contente de cette choix de traduction-là, puis que c'était intéressant de voir ça comme un lieu. Puis elle disait aussi que ça ne lui apparaissait pas comme une nécessité que le confluent de nos désirs et de leurs déchets soit de la boue, mais que c'était une chose créée par la société telle qu'elle était, puis que c'était intéressant de la considérer et de lui donner une forme romanesque. Ça va, j'ai oublié des idées. Et toi, Jeannot, qu'est-ce que tu as à dire sur le titre, en fait? Toutes sortes de choses. Ça a été toute une discussion, comme toujours, pour les titres. Moi, j'aime beaucoup Marécage parce que c'est un lieu qui vient en écho très, très fort, visuel, vraiment une image à l'île de l'utopie. L'utopie, c'est à la base, c'est Thomas More, c'est une île. Donc, on va en utopie, on y met pied et puis on y vit dans une société alternative parfaite. Et l'utopie, dans le livre de Catherine, tous les systèmes utopiques sont profondément imparfaits une fois qu'on y est. Puis même s'ils sont très beaux à distance, une fois qu'on se les approprie, qu'on essaie de les apprivoiser, bien, ça rate. Et tout d'un coup, c'est beaucoup plus laid qu'on croyait que ce le serait. C'est beaucoup moins fonctionnel qu'on croyait que ce le serait. On n'y arrive jamais. Donc, quand on arrive, c'est pas une île, c'est un marécage. Je trouve ça formidable comme image. Et c'est très beau aussi parce qu'il y a une partie centrale dans le livre qui est le moment où la narratrice visite sa famille sur une île. Et c'est une vraie île, donc il y a des belles réflexions sur l'espèce d'aspect paradisiaque de cette communauté-là qui est très, très différente de Toronto, qui est très différente de la France, qui est très différente des autres lieux du roman. Mais en même temps, à force de rester dans cet espace-là, la narratrice s'enlise. Sa pensée s'enlise, sa pensée ralentit au contact de sa famille, qui n'est pas une famille qui philosophe, ni qui lit, ni qui donne une grande place aux idées. Donc, c'est comme s'il y avait un paradis de soleil, de fruits et d'eau fraîche, mais qu'on s'y enlisait. Fait que je trouvais que c'était très beau parce que c'était l'île qui était au fond un marécage dont elle s'extirpait pour replonger dans toutes ces relations, qui est le dernier tiers du livre, qui est une nouvelle tentative de relationnalité qui n'est pas plus facile que les autres, mais là, on sent que la pensée se réactive, le rapport philosophique vivant à la pensée aux lectures. Donc voilà, j'aimais ça. Puis après, il y avait une question de sonorité aussi. On en a parlé, Daphné, ensemble déjà, mais je répète que ça aurait pu être marais, mais quand on les disait tout haut avec Annie puis qu'on s'échangeait des possibilités, à un moment, j'ai dit marécage et pour la première fois de ma vie, à 32 ans, j'ai entendu le mot cage dans marécage. Et puis, ça vous est sûrement déjà arrivé, un mot que vous utilisez depuis toujours, de l'entendre, puis soudainement qu'il y a un potentiel poétique de ce mot-là qui vous apparaît. Et j'avais vraiment l'impression qu'il était question dans ce livre-là de comment on est emprisonné dans des schémas de notre désir ou dans des utopies, et qu'il y avait une cage dont on essayait de sortir en changeant son mode de vie, en essayant des nouveaux... Et voilà, qu'il y avait une cage dont on devait sortir. Donc, marécage de l'utopie, je trouvais ça tout d'un coup absolument parfait, puis je n'étais plus capable de m'en passer. Et puis, en parlant avec toi, Daphné, je me disais que ça fait, pour ceux et celles parmi nous qui sont des lecteurs de Ducharme, je sais qu'il y en a beaucoup au Québec, il y a cette petite phrase dans Le Néquivoque, qui est un des premiers romans de Ducharme, où est-ce qu'il dit « Voyez-vous Odile dans Crocodile ?» Et une fois qu'il dit ça, on s'imagine Odile être mangé par un croc. À toutes les fois qu'on dit crocodile, Odile est un personnage du Néquivoque. Et une fois que moi j'ai lu ça, à je sais pas quoi, 20 ans, j'ai plus jamais été capable d'entendre crocodile sans m'imaginer un crocodile qui mange Odile. Donc c'est la même chose, une fois que j'ai trouvé marécage de l'utopie, je suis plus capable d'entendre marécage sans penser à une cage. C'est comme si le mot s'était métamorphosé devant moi. Puis bon, voilà. Bien, on en parlait justement hier, là, parce qu'on s'est appelé au téléphone, Catherine. Mais justement, l'utopie, elle est utile pour, mettons, si on aspire à, mettons, un meilleur vivre ensemble, une meilleure société, mais elle est utile dans la mesure où on n'y parvient pas. Parce que là, elle laisse notre désir intact, puis c'est grâce au désir qu'on peut toujours se mouvoir dans un sens. Je ne sais pas si tu partages cette vision du désir-là. Comme une force qui fait bouger. Absolutely. Yeah. I think, actually, I don't remember who I said this to. Maybe I said this to Anne-Frédérique when I had been interviewed over the phone. Sorry if I'm speaking slowly. I think that I had recently talked to someone about utopia, the worst form of utopia being... No, I was talking to Annie about this. The worst form of utopia being one that is a place, a static place that you want to find
and a sort of more childish view of this thing is that it's an object that you're looking for, but like a real utopian force is the force itself. It's the will to look and the will to make. So it's not a static place, it's this like motivating action. Merci. Donc, je ne sais pas si je dois traduire un peu, mais dans un sens où il y a la pire utopie serait un lieu fixe, donc un endroit qu'on espère trouver un peu comme dans une vision enfantine de ce que ça peut être l'utopie, alors que peut-être que l'utopie, la meilleure forme d'utopie, justement, c'est plutôt comme un mouvement, ou c'est ça que tu disais, tendre vers quelque chose. Bon, j'avais aussi, en fait, comme je disais tantôt, j'ai repris comme une citation du livre, donc l'écriture intime est utile, elle ne contourne aucun sujet. Puis c'est vrai que Catherine, Fatima, dans ton livre, tu décortiques vraiment, tu sais, tout ce qui se passe par rapport à tes désirs. Par exemple, tu fréquentes un mec, puis tu te dis... est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Dans le fond, il me dégoûte, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, c'est vraiment intransigeant dans ta façon de comme, percevoir ces rapports humains. Mais je me demandais justement, souvent aussi dans les livres, il y a des choses qui ne sont pas dites, puis ces choses-là sont autant importantes, sinon plus, que les choses qui sont dites. Donc, je me demandais qu'est-ce qui n'est pas explicité dans le livre et qui est néanmoins un élément central du livre. Puis ça, je pense que Jeannot aussi, tu peux t'avancer dans une hypothèse, genre. Yeah, maybe I'm not sure how to answer that question. Oh non, c'est cool. Je vais dire, par exemple, il y a beaucoup tu sais, on parle beaucoup des relations amoureuses ou des relations avec les amis, mais par exemple, la famille est mentionnée par la bande, mais très peu, je trouve, comparativement aux relations amoureuses. Puis j'ai l'impression que ça vient quand même beaucoup jouer dans le livre puis dans le personnage qui parle. Notamment, tu sais, dans ta bio, tu dis que ton livre, c'est sur la névrose. Puis on a l'impression que cette névrose-là, elle est comme quasiment intergénérationnelle, où il y a quelque chose comme quelque chose que tu as l'impression d'avoir hérité, dont tu veux te départir, ou en tout cas, il y a quelque chose dans les choses. Okay, I know, totally, absolutely. I mean, that's one of the pleasant and exciting things, both about school and about love affairs, which are the two kind of central Ouais, exact. places where things move in the book, are that there are two environments where you can, especially when you're in your early adulthood, play out these situations that you maybe have been subjected to already, or these ideas that you haven't been able to sort of, it's like the very Freudian repetition compulsion, when you act out things that have happened to you already. So everything that is being enacted in the narration of this book is sort of a repetition of something hidden beneath. But the thing that is hidden is the thing where the neurosis comes from. And of course it's, family things that are given a little bit of light but don't come out totally. And also just, a lot of the worst pains of being a young woman that you don't focus that much on. But there are these little moments where something really painful happens and it's just sort of departed from really quickly. But there's, of course, no reason to be so constantly nervous, if not for a lot of hidden pain. Oui, donc, en fait, l'université, le parcours universitaire, puis toutes les relations amoureuses, ça devient comme une espèce de terreau ou d'endroit où on peut répliquer ou répéter des traumas liés à l'enfance ou à la famille, comme qu'est-ce que Freud explique, là. Donc, on a une genre de compulsion à répéter des moments traumatiques. Est-ce que, Jeannot, tu avais quelque chose à rajouter? Ou... Oui, tout à fait. J'ai eu le temps d'y penser aussi depuis qu'on s'est parlé la première fois. Une des choses à propos de ce livre-là qui
qui m'est apparue après coup, c'est une piste que m'a offert Chloé Savoie-Bernard, qui est une des premières amies à l'avoir lu après la sortie, puis à m'avoir dit qu'elle sentait beaucoup dans ce livre-là un désir de sortir d'un milieu, de s'élever à travers l'expérience de l'université, puis le contact des livres et de la pensée. Et puis, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant parce que ça rejoint tout à fait ce que Catherine disait tout à l'heure, le mouvement utopique vers un extérieur ou un autre soi possible, qui est aussi une forme de désir. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'était une lecture qui renouvelait la lecture du livre pour moi. Ouais. J'avais accroché à ma première lecture, ce qui m'avait fasciné, outre l'humour et l'honnêteté, dont on a déjà parlé, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle, puis l'honnêteté assez fascinante et très impressionnante. Ça m'avait intéressé que le rapport au livre soit pas dans une défense de la littérature ou de l'importance de la lecture. On le sait déjà. Il n'y a jamais un moment où elle est en train de nous expliquer pourquoi la littérature ou la philosophie sont importantes. Elles sont profondément importantes. Elle est déjà en train de lire et elle va chercher un sens dans ces lectures-là qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Et ça, moi, ça me faisait beaucoup de bien parce que j'ai souvent l'impression dans le discours public dès qu'on parle de livres, il faut qu'on parte de « c'est pas important et ça vaut rien et on n'est pas sûr que c'est quelque chose ». Et là, donc, on commence à en défendre l'existence avant d'arriver à avoir les pieds dedans. J'avais l'impression que Catherine, son livre était déjà les pieds dedans. Elle est dans une bibliothèque, elle est dans une université. Puis à partir de là, elle réfléchit, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux faire avec ça, où est-ce que bon. Alors ça, j'avais adoré ça. Et puis aussi le fait que tout le monde est désirant. Elle est un être désirant, les autres sont des êtres désirants, le désir est imparfait, les relations sont imparfaites, on essaie, puis on avance à travers ça, on rate, tout ça. Et je voyais un peu moins le rapport qui est pourtant très clair entre un milieu d'origine et un autre milieu où elle pourrait aller, mais c'est justement la question que tu disais, c'est-à-dire un point aveugle parce que c'est pas thématisé. C'est une force qui est à l'œuvre dans le livre. C'est la volonté de se transformer, puis c'est aussi d'une certaine façon lié à l'âge du personnage, mais je pense pas qu'on peut... je pense qu'on peut à n'importe quel âge décider qu'on se réinvente, là, même si le personnage a spécifiquement 25 ans. Puis voilà, je trouvais ça intéressant que la lecture de Chloé, soudainement, permette de lire Marécage de l'Utopie à côté de Annie Ernaux ou Didier Ribon, par exemple, puis qu'on pourrait en faire une lecture thématique intéressante, qui était pas celle que j'aurais faite de prime abord. C'est vrai, puis on parlait, je m'excuse de revenir à notre conversation sur le livre, mais c'est évident que le livre va décortiquer comme les expériences d'une jeune femme dans le monde, fait qu'évidemment, il y a comme un certain propos féministe, mais en même temps, il n'y a personne qui est déshumanisé. Il n'y a pas genre le dude pas correct qui est un bâtard, puis il y a cette case-là. T'sais, moi, je sais que dans l'écriture, j'ai tendance à vouloir reprendre le pouvoir sur des gens qui m'ont blessée, qui m'ont violée ou qui ont violé mes limites. Puis en quelque part, je les transforme en personnages 2 dimensions. Tu sais, je les déshumanise un peu, mais il n'y a pas ça dans le livre de Catherine Fatima. Tout le monde est de chair et d'os, tout le monde est hyper humain, super complexe, avec des défauts, des qualités, des désirs, comme Jeannot disait. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant et important aussi. Je ne sais pas si, Jeannot, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou Catherine encore? Est-ce que Catherine, tu as quelque chose déjà en tête ou tu veux que je commence? Sure. I guess, I mean, the other sort of background to when this was written or how this was written was, I think, an emergence of personal essay writing that maybe I would see as having begun or having been so available online in the 2000s, like 2010s, which were very helpful to understanding certain experiences that one had as a young woman, but were also not fun to read because of formations where the author, like part of writing the essay is the author finding, you know, their own truth or solidity or something, you know, they have to overcome. Like the author gets better or like surpasses an experience that they took. And I didn't want to write anything like that where, you know, you overcome the villain character in your personal narrative and then I don't know, I just
can't relate to that. Non, c'est ça. Donc, comme Catherine dit, au tournant des années 2010 à peu près, il y a eu vraiment un foisonnement en ligne d'essais personnels comme ça. Je ne sais pas si tu penses notamment à la Altlit, mais il y avait vraiment beaucoup d'essais écrits au jeu qui partaient de son expérience vécue pour thématiser, penser, etc. Puis souvent, dans ce type d'essai-là, il y avait une espèce de volonté de surpasser les conflits qu'on vivait, puis puis d'arriver comme à une espèce de finalité où finalement on avait traversé les obstacles ou traversé le conflit. Puis Catherine ne voulait pas nécessairement justement résoudre l'enjeu, le problème ou les contradictions à travers son écriture personnelle. Mais je suis tellement d'accord avec ça, puis c'est tellement une des grandes forces du livre. Ça fait vraiment plaisir de lire ce genre de texte-là, parce que c'est vrai ce que Catherine disait. Très souvent, on a l'impression que même les livres qui sont des récits ou qui sont des retours sur des expériences personnelles, qui sont écrits du point de vue de la résolution. Qui est déjà arrivé. On sait que c'est là qu'on s'en va, qu'on va établir les antagonistes pour que ce soit bien clair le moment où on va surmonter les problèmes qui nous imposent. Et puis après ça, il y a une résolution positive. Là, on est vraiment dans une écriture qui se fait au fur et à mesure des lectures et au fur et à mesure des expériences. Et ça, ben, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que ça va un peu contre le principe du roman, d'un roman. Même si, bon, le récit n'est pas le roman, souvent le récit, je trouve, va chercher trop de ce côté-là dans les outils du roman, alors que ça nous permet d'avoir une écriture autre. Ce qui est formidable dans Marécage de l'utopie, c'est que bon, les défis sont nombreux dans les relations, dans les choses qu'on peut surmonter du point de vue de sa personnalité, mais à chaque jour, il y a des défis qui s'imposent et il y a les caractéristiques de cette journée-là qui sont mises à l'avant, c'est-à-dire comment je me sentais, qui je venais de voir, de quelle relation je sortais quand j'ai lu tel livre. Donc, on n'est pas du tout dans voilà, je suis arrivé à mes conclusions sur tel livre et rétrospectivement, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a eu comme influence sur moi dans mon cheminement pour arriver à me libérer de telle chose. Mais non, c'est que quand j'ai lu telle page de tel livre, ben, c'était telle journée que j'étais en train de vivre telle expérience, donc ça a résonné de telle façon. Donc, c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus humble. D'une certaine façon, c'est beaucoup plus humble. Parce que... C'est ça que je disais, c'est que l'écriture, elle est simultanée au vécu. Puis même dans une démarche intime, c'est pas si commun. Souvent, même quand on écrit au jeu, il y a quand même une rétrospection qui est faite. Puis là, il y a vraiment comme le projet d'écriture n'est pas planifié d'avance. C'est un pari courageux. Et je veux dire que c'est pour ça que c'est aussi pour ça que c'est drôle. Parce qu'on peut voir le personnage arriver à une belle conclusion à partir d'une lecture et de la rencontre d'une lecture et d'une expérience à un moment du livre et tomber sur une conclusion contradictoire dans une entrée qui se passe la semaine d'après. Et ça n'a pas été gommé du livre. Et le personnage fait référence à ça de temps en temps, mais ça fait aussi partie de ce qui est réjouissant dans le livre, c'est de se dire, c'est vrai que dans la vie, on arrive très souvent à des grandes conclusions, puis on est très, très fiers de nos grandes conclusions. Puis la semaine d'après, on rentre dans le même mur. Puis... On fume du pot, puis là, on a une révélation mystique. Puis là, c'est comme déterminant, mais le jour d'après, on a oublié. Oui, c'est ça. Donc, il y a quelque chose dans le livre qui est bien, c'est, mettons, la lecture de Freud en tant que je prenais tel antidépresseur. La lecture de Freud en tant que je fumais plus et que je ne prenais pas d'antidépresseur. La lecture de Freud en tant que j'étais en amour pendant que je le lisais. La lecture de Freud en tant que j'étais à Paris ou à Montréal. Bon, là, je dis Freud, c'est pas que Freud, là, je ne veux pas que vous imaginiez que c'est Freud partout dans son livre, mais c'est juste pour donner une idée aux gens, là, c'est plus de cet ordre-là. Je remarque qu'il est comme 6h17, puis je voulais quand même comme laisser l'opportunité aux gens de parler, de poser des questions, que ce soit à Catherine ou à Jeannot. Fait que je sais pas si on pourrait y aller avec les questions. Si vous avez une question à poser, j'aimerais dire merci d'abord pour la discussion que vous venez d'avoir. C'était super amusant et éclairant. Si vous avez une question à poser, je vous invite juste à ouvrir votre micro puis à la poser. Je pense que ça va être plus sympa de faire ça entre nous que si je lis des choses dans la conversation. Donc, signalez-vous. On vous laisse la parole. Mais s'il n'y a pas de questions, moi, j'en ai encore. Oui, on a...
On a déjà parlé beaucoup trop longtemps hier soir, on pourrait continuer. Non, mais moi, j'ai des questions. Je veux pas, tu sais, en tant que traductrice, puis là, surtout en sachant que Catherine étudie en traduction, puis ben, Jeannot, on est tous des traducteurs et traductrices. Puis comme le livre parle du désir, mais sous toutes ses formes, tu sais que c'est pas juste un désir génital ou sexuel, c'est le désir, puis multiforme. Moi, je perçois non seulement l'activité d'écriture comme quelque chose d'hyper lié au désir, mais pour moi, la traduction aussi, c'est très... Ben, en tout cas, la traduction littéraire, elle est liée au désir. Puis même au désir dans sa part d'ombre, c'est-à-dire qu'il y a comme une forme de violence. Quand moi, je traduis, en fait, je m'approprie un texte, puis je le fais mien. Fait que je sais pas si Jeannot, il voulait parler de son désir pour le texte de Catherine Fatima ou encore Catherine, élaborer sur le désir que tu ressens, toi, ou non, en traduction. Est-ce que... Do you want to go first? Or... I mean, you're studying it right now, but... I also want to make clear that I've just begun. This is the first semester. Okay. But yeah, I mean, it's obvious to translate a document as a kind of loving service to it. You suspend a certain faculty of, you know, the kind of creativity that has to come from you as though it didn't come from anywhere else. And you just take on you just inhabit a given text and you reproduce it through yourself, which is the same as what thought is anyway. But this is like a very focused version of this, where you get to only think about this one text and kind of give yourself to it to see what happens on the other side, I guess. It's a very loving action, I think. Loving. Parce que moi, je perçois... Je trouve que, justement, c'est pas nécessairement amoureux comme geste. Des fois, il y a vraiment un désir de possession, littéralement. Puis je trouvais ça intéressant aussi dans le livre de Catherine, on parle des relations sexuelles, puis à un moment donné, elle dit comment faire pour parler d'un sexe pur et détaché des représentations, tu sais, qu'on a, des espèces de dynamiques de pouvoir, de la société capitaliste, de la pornographie, tu sais, comment faire. Mais moi, je perçois de la même façon la traduction comme quelque chose qui n'est pas nécessairement détaché d'une logique de consommation. Je sais pas, Jeannot, qu'est-ce que tu penses? Toutes sortes de choses. Je ne sais pas trop quel fil tirer. Ben, j'ai l'impression que c'est vrai, d'une certaine façon, c'est par amour pour un texte qu'on s'y lance, mais une des choses que moi je préfère, c'est de voir qu'est-ce que l'écriture ce que j'ai compris de l'écriture de la personne va transformer dans la mienne aussi. Mm-hmm. C'est qu'au fur et à mesure qu'on traduit, on réalise qu'il y a des ressources dans la langue que nous, on n'utilise pas quand on écrit. Ben, à force de vouloir aller vers, puis relire la version originale, dire non, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là-dedans. Mm-hmm. Puis comme le système du français n'est pas le même que l'anglais, quand on trébuche sur des problèmes, puis qu'on tombe dans quelque chose qui est tout soudainement vraiment peu fluide, ben on vient à comprendre de mieux en mieux comment fonctionne notre propre langue quand on trouve des solutions pour traduire telle ou telle phrase ou tel procédé. Mais moi, par rapport à Sludge Utopia en particulier, le lisant, je me suis dit, voici quelque chose que je n'arriverai jamais à écrire. Donc, d'une certaine façon, je pense qu'il y a quelque chose qui est vrai dans ce que tu dis, Daphné. Il y avait une part en moi de désir de est-ce que je vais être capable d'aller encore plus près de ce texte qui est du non-moi à travers la traduction, tu sais, m'y approcher et puis apprendre quelque chose au fond. Parce que c'est une grande question, puis là, je sais que ce l'est aussi pour toi, Daphné. C'est une grande question, les rapports, comment inventer un genre qui serait ni dans l'essai universitaire, ni dans le roman. Et puis, un genre qui serait autre, on peut réfléchir à comment le nommer. Je sais que toi, tu aimes beaucoup le mot autothéorie qu'ont utilisé plusieurs autrices contemporaines qui est formidable. Et j'ai l'impression qu'on peut comprendre des choses d'un texte en le lisant, mais le moment où on s'assoit pour le traduire, on n'ira jamais plus près.
on n'ira jamais plus près du texte que quand on se pose toutes les questions nécessaires à arriver à trouver des solutions pour le rendre. Donc, c'est aussi une faveur que je me faisais de me permettre de m'asseoir avec ce texte-là non-stop pendant un certain temps, puis de voir justement la solution que Catherine avait trouvée pour intégrer la lecture puis la posture de lectrice à un projet de livre qui n'est pas du tout zéro universitaire. Mm-hmm. Et ça, c'est ce qui m'avait intéressé aussi chez Maggie Nelson, comment on insuffle de la vie là-dedans. J'y pense parce qu'elle est morte récemment. Là, vous allez peut-être trouver que c'est vraiment loin comme lien, mais Régine Robin est morte très, très récemment. Puis bon, Régine Robin est d'une toute autre génération et c'est vraiment quelqu'un qui était dans l'institution, mais quand même, dans son immense carrière, son immense œuvre, il y a cette idée-là qu'elle a mis de l'avant tellement souvent de se promener dans les textes. Elle avait atteint un point, justement, où elle était assez sûre de son œuvre, elle était aussi assez connue pour se le permettre, où est-ce qu'il y avait une grande liberté, puis on avait l'impression que ses romans, ses récits, essais, tout ça, étaient tous connectés les uns à côté des autres. Puis si on les déposait sur son plancher de salon, on allait faire un labyrinthe qui passait d'un livre à l'autre. Puis à l'intérieur de ces livres-là, elle circulait à travers les idées des autres, la fiction, des passages fictionnels créés par elle, et puis il y avait comme une grande liberté là-dedans, puis j'admire beaucoup ça. Puis voilà, même si on est quand même assez loin là, du projet de Catherine, quand les gens arrivent à trouver cette forme-là, puis à allier leur soi créatif et leur soi de lecteur ou de lectrice, c'est la chose qui me fascine aussi dans ton œuvre à toi, Daphné. Je sais qu'on n'est pas là ce soir pour parler de toi, mais ton dernier livre est absolument excellent. Aussi, de ce point de vue-là, c'est des livres qui me fascinent pour les solutions qu'ils trouvent. Voilà. Mais c'est tellement intéressant, puis en même temps, c'est tellement connecté à aussi le propos du livre. Puis ça, je pense, ça peut être mon commentaire de la fin, même si, tu sais, je sais que j'ai surligné plein de passages dans mon livre. Tu sais, il y a vraiment plein de moments comme super intéressants, puis lumineux, puis qui venaient vraiment me parler. Puis là, on parle de l'entreprise de traduction comme une forme de désir, puis aussi d'essayer de se rapprocher de quelque chose qu'on n'a pas nécessairement, tu sais, en tant qu'auteur. Puis il y a ça aussi dans le livre de Catherine où elle va parler comme de quel genre de personne l'attire, quel genre de gars. Puis souvent, c'est la personne représente un idéal ou quelque chose qu'on veut s'approprier. Il y a ça dans le désir, puis dans le livre de Catherine aussi. Donc, ouais, je trouve ça beau. Mais oui, c'est un livre j'ai jamais vu un livre comme ça. Puis c'est moi aussi, ça m'a un peu transformée au niveau de ma pensée d'écrivaine. Puis il y a beaucoup de choses vers lesquelles j'aimerais tendre qui sont explicitées dans ce livre-là ou dans la démarche, en fait. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment heureuse que ça soit en français, puis j'invite vraiment tout le monde à se le procurer, à le lire, puis à le surligner avec un surligneur fluo. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des questions? Il y a Lynn qui écrit dans la conversation. Non, qu'elle n'a aucune question, mais que tout ça est inspirant, effectivement, puis votre discussion à trois donne vraiment envie de s'y replonger. En tout cas, je pense que c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être exploré et relu souvent parce que c'est hyper riche, puis c'est vraiment comme aucun autre livre qu'on a entre les mains, j'ai l'impression. Merci à Jeannot de l'avoir pris sous son aile comme ça, puis de l'avoir aussi bien défendu ce soir. Merci surtout à Catherine. J'ai envie de te donner le mot de la fin. Oui. Catherine, si tu veux dire un petit message à tes lecteurs et lectrices montréalais. Thank you so much for... Thank you for the publication. Thank you for the translation. Thank you, Daphne, for the beautiful welcome here. It's very emotionally overwhelming to be presented in my apartment with all of you with these extremely kind words. I don't know how to do it justice, but it's wonderful. Thank you so much. Merci à toi. Merci. Je pense que ça conclut la soirée, à moins que quelqu'un ait un
une question de dernière minute, ou en tout cas, je veux remercier tout le monde. Vous pouvez peut-être vous manifester en ouvrant votre caméra une dernière fois pour dire au revoir à nos invités. J'étais vraiment ravie de vous recevoir ce soir dans cette petite chambre Zoom à l'abri des vents frais. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver dans la nature ou en librairie véritablement très bientôt. Merci vraiment d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.